commencer cette deuxième partie de ce congrès. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Monsieur le Consul général d'Espagne à Tanger pour sa présence, Monsieur le Président de l'Université de Melxavi de nous avoir honorés pour sa présence, Madame la vice-rectrice de l'Université autonome de Madrid par sa présence, et Madame la vice-directrice, la vice-présidente de la région Tanger-Tétouan de Sénat, tous les enseignants-chercheurs ici présents, tous les représentants des administrations à l'échelle régionale, nationale et internationale, nos collègues enseignants-chercheurs, nos étudiantes et nos étudiants, et les représentants des médias, et l'honorable assistance. Merci à tout le monde d'être là. Je tiens à remercier et à féliciter, en tant que vice-président chargé de la recherche scientifique et de la coopération à l'Université de Melxavi, le comité d'organisation pour ce travail, et en particulier le comité restreint, l'administration de l'UNCG et Sarah Kheli qui a joué le rôle de trait d'union pour l'organisation de ce projet. Alors, nous allons maintenant commencer cette conférence qui s'intitule « Avenir de l'Afrique ». Moi, je dirais plutôt « Avenir de l'humanité ». Parce que d'ici 2050, l'Afrique va compter 2 milliards d'habitants. Avec, dans un contexte où la natalité se réduit de plus en plus à travers le monde. Et donc l'Afrique, avec sa richesse en matières premières, sa richesse humaine, sa richesse de patrimoine, sa richesse humanitaire et son histoire séculaire, voire millénaire, voire plus, va jouer son rôle. Et il n'est pas appelé à jouer ce rôle de développement socio-économique à l'échelle globale et de l'humanité. Mais pour cela, l'Afrique a besoin d'un appui, a besoin d'un soutien, a besoin d'un accompagnement pour développer ses capacités humaines et ses capacités matérielles et ses capacités intellectuelles. Et l'objectif de ce congrès, justement, c'est d'essayer de faire réunir autour de la même table, comme a dit Madame la vice-rectrice ce matin, des gens appartenant à l'espace méditerranéen, à l'espace africain, pour discuter des thématiques qui intéressent la totalité des résidents de cet espace mondial, à savoir l'espace de la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne et le reste des pays africains. Avant de commencer, je tiens à vous présenter nos éminents conférenciers. Monsieur Jean-Marc Thuy à ma droite. Il est professeur de l'université à Bradford et titulaire de la chaire Jean Monnet en intégration européenne. Et à ma gauche, monsieur Saïd Mofti, qui est Senior Research Fellow au Centre marocain des études stratégiques. Et nous avons les excuses de monsieur Moui Kabunda, professeur honoraire de l'Université autonome de Madrid, qui n'a pas pu venir. On va commencer par monsieur Jean-Marc Thuy, qui va nous parler d'un certain nombre de points, notamment relatifs à la présentation du programme Jean Monnet, piloté par la Commission européenne. Il va nous parler aussi du réseau Amnet, mais cette fois-ci pour la partie est de l'Afrique, et il va nous faire un bilan d'intégration globale de l'Afrique dans son tissu socio-économique. Et après, je présenterai M. Mofti par la suite. À vous la parole, M. Merci bien. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier mon ami le professeur José María Leia de m'avoir convié à ce colloque. Et je voudrais aussi également commencer par une remarque sur tout simplement la situation géographique de Tanger, qui fait face à l'Europe, qui est en bord de Méditerranée et qui est en Afrique,
Donc nous avons déjà tous les éléments. Tanger est finalement l'endroit idéal pour lancer les activités de ce réseau. C'est une ville bouillonnante, impressionnante. La mondialisation est active ici. La globalisation économique est active. C'est une ville vraiment qui a beaucoup d'atouts. De plus, passons maintenant de Tanger au Maroc. Le Maroc est également dans une situation géopolitique, géostratégique qui est absolument clé pour agir comme un pont. Peut-être que je parle un peu trop, mais un pont entre l'Europe et l'Afrique, entre le vieux continent et le jeune continent. Donc c'est juste une remarque préliminaire, mais puisque nous parlons de pont, je voudrais replacer le réseau Amenet et également mon propre réseau, le réseau EU-ISI, dans le contexte du programme Jean Monnet, et vous parler en quelques minutes brièvement du programme Jean Monnet de la Commission européenne, puis en quelques minutes assez brièvement également de mon propre réseau et de cette coopération que nous établissons entre EU-ISI et Amenet. Puis, dans un troisième temps, je voudrais vous présenter des considérations générales sur où se situe l'Afrique en termes d'intégration régionale et continentale, avec des comparaisons avec le reste du monde. Tout d'abord, le programme Erasmus+, dans lequel se situe le réseau Jean Monnet, comprend énormément de composantes, notamment Leonardo, Grundtvig, les programmes transversaux, etc. Et Jean Monnet fait partie de se trouve sous cette égide. Il s'agit, mes slides sont en anglais, donc, et nous avons également un certain nombre d'anglophones dans la salle, donc je voudrais utiliser les deux langues, tantôt l'anglais, tantôt le français. Jean Monnet is very relevant in terms of academic mobility and academic cooperation. The Jean Monnet programs were launched in 1989, exactly 30 years ago, which is why our conference is within this aegis of 30 years of Jean Monnet. Now, it was designed initially to promote the study of European integration by means of teaching and research. And it's open to academics from universities from all around the world, so not exclusively from universities based in the European Union, but universities in South Korea, in Australia, in Canada, in Brazil, with Jean Monnet chairs, with Jean Monnet programs, and I wish there would be more in North Africa as well as in Sub-Saharan Africa. We'll come back to this in a minute. The Jean Monnet activities of the European Commission are dedicated to the memory of Jean Monnet, one of the founding fathers of Europe as we know it today. Jean Monnet was an extraordinary diplomat. He came from a place in France called Cognac, and his family was traditionally involved in selling cognac. And when you sell something that only political elites consume, then you travel a lot around the world. And the extraordinary thing, he was absolutely fluent in English. In his generation, being fluent in English was a door open to contacts all around the world in high political circles. But that's la petite histoire. The purpose of the Jean Monnet activities is to increase the understanding of European integration all around the world, as I said, and it might be interesting for you to know that now more than half of the budget dedicated to Jean Monnet activities actually goes to projects, modules, chairs, centers of excellence outside the European Union. Okay? So there is a real willingness to push forward at university level in a global approach
the knowledge of European integration. Here, I mean, if you can find all this information on the internet, online, on the different types of activities, modules, chair centers of excellence, networks and projects. Networks, for instance, AMANET, for instance, the EU-ESC network, which is my network. And the subject areas are actually vast. As long as there is an element of comparison, which is useful to promote European integration, then even if you're based in Patagonia or in a very remote part of the world, there is nothing preventing you from applying the Jean-Monnet activity. Just to give you an idea that the budget, I don't have unfortunately figures from last year, but the figure, they were similar to the figures of the year before last, 10.8 million euros dedicated to new Jean-Monnet activities. We're talking about a fairly modest pot, but with this fairly modest pot, it's been possible to work wonders because academics are actually very creative and bring a lot of ideas. That's what we are for. If we manage to promote these ideas to the world of business, to policymakers, decision makers, then all the better. There is also an additional pot of 3 million, which is additional funding supposed to be to promote projects in selected countries. And each year, the selected countries are different. And I very much hope myself that there will be, for the next call and the future calls, more countries from Africa that will be present on that list. If you look, and the reason is that if you look at this map, you see in red all the countries which have universities with Jean-Monnet projects, and Africa is a vacuum. Africa is off the beaten tracks. There is very little there. There must have been, I think, an activity in one of the Moroccan universities. There is also a chair, a Jean-Monnet chair at the University of Pretoria, but the guy who has this chair, who holds this chair, is a European, Italian. It would be best to have African Jean-Monnet chairs. The Jean-Monnet program also organized annual conferences, thematic seminars, and various promotion events. So I'll go through this more rapidly because you can find more information online. Everything is online. And now I would like to present the context of my own project, the EU-ESC Jean-Monnet network. The starting point was that the idea that Africa is going to change rapidly and that Africa is going to be the China of the 21st century. The African population will double, more than double by 2050. In fact, it will double by 2045, which is very near. The African migration potential will correspondingly increase. Consequently, Europe will be confronted with all major developments that will take place on the African continent. Whether these developments will be positive or negative, the first part of the world that is going to be confronted with them is Europe. Therefore, there is a need to define an ambitious strategy to create the conditions for sustainable development in Africa. This is absolutely key. The challenge is to industrialize Africa within the next 10 years. The challenge, in fact, is to create 23 million jobs a year to make sure that the young people arriving every year over the next 15 years will find a job and will be inserted, will be included in the job market. If this is not ensured, then this is a recipe for trouble. Europe is still in its traditional role of main development aid donor, and as you perhaps are aware of, development aid
has not been very efficient. Development aid, 15% of development aid actually reaches those who need that help, and the rest vanishes on bank accounts, on properties, who knows. Also a strong element in our network is China. China is omnipresent in Africa, even though the weight of China by no means reaches the importance of Europe, and it has to be stated and repeated. Europe remains the first trade partner by far in sub-Saharan Africa and in Africa in general, and also the first investor. But China, if China exceeds Germany, China exceeds France, or Britain, or Spain, or Italy. The EU and China have different things to offer, to having different comparative advantages, but these complement each other. So there is a point to be made that a trial between Africa, China, and Europe would be beneficial to all three parties involved, provided that this relationship is based more on cooperation than on competition. It sounds simply idealistic, I appreciate that. And the second point is that the Africans should be at the core of the decision-making process if such a trialogue leads to a coordinated action, which is very much what we hope. At the same time, there is a flurry of economic communities of region, RECs, regional economic communities, appearing on the African continent. There are 8 major ones that are recognized by the African Union, plus several others, and it is not uncommon, it is actually very common that some countries belong to more than one, or more than 2 or 3 or 4 sometimes, of these RECs, regional economic communities. For various reasons, it is advantageous. It can have a financial advantage, and also you sit at a table where certain things are decided, so it is an incentive to do so. So these are already more or less pointed out the objectives of our network. The focus is primarily on East Africa, on the East African community, whereas AMNET is very much focused on the Mediterranean and Western Africa, so there is a complementarity, a strong element of complementarity here between our two networks, and we decided from an early point to actually work closely together. Jose accompanied me to several of our events in Rwanda, in Addis, and recently in Brussels. Our network partners in East Africa, we have one network partner in each of the East African community countries. I go through this quickly now because I'm aware that I want to still have time for the other slide presentation. And so we offer a training and dialogue program on regional integration, which we have run in several East African community countries and also at the headquarters of the EAC in Arusha, Tanzania. And our research agenda has 2 closely interrelated strands, which I have already presented, i.e. the integration aspect and the China aspect, involving China in a trialogue. So this was just a few photographs. This was when we visited last year for a training and dialogue session in Kampala with MEACA, which is the Ministry of East African Affairs in Uganda. And this was our conference at Gulu University in northern Uganda, Conference on Integration. This is our team. In order to do this, we had to establish contact with this East African community, and we went to Arusha to establish contact with Ambassador Mfumukeko, who is the Secretary General.
And going forward, this is a 3-year project with the initiative now to start a Pan-African academic program inspired by the Jean Monnet project model, because what we realized at an early stage is that promoting European integration in Africa may be useful as a model, but not as an end in itself, and that what Africans really need would be to construct, to have their own program, which should not be called Jean Monnet, but which would have to focus on African integration, whether regional, whether continental. This is a different debate, but and it could be called Jacob Nkrumah, it could be called Julius Nyerere program, it could be called Nelson Mandela program, but the Africans have to decide that. We can only provide the idea and the incentive and tell them about our learning process over the last 30 years, what we have achieved. Reaching 500,000 students a year is a great achievement. Okay. Reaching lots of cooperations with universities is also a great achievement. Because bear this in mind, also Jean Monnet activities have to expand in Africa, but also at the same time the Africans have to create their own network, not to promote European integration, but to promote African integration at a university level. We have established a very good cooperation with the ESC and also with the Inter-University Council for East Africa, who are extremely keen on promoting this idea now. And this is the idea, creating an African academic network to promote regional and political integration in Africa. This is just a slide on the intricacies of African integration. You can see how complex this is, with various countries belonging to more than 1 or 2 or 3 groups of regional integration. But in fact, we're talking about 54 different countries. The intricacies of European integration are also extremely complex. As you can see from this, you have countries belonging to this and not to that. You have the UK wanting to come out. You have a very complex situation. Now, I hope that I still have about 10 minutes to switch to the next topic, which is more focused on practicalities of integration. So just give me a second. Okay, so this is a slide presentation now, a talk on global integration landscape with a comparison of African experiences and other experiences made in the world. As you know, regional integration is a global phenomenon which is induced by globalization. When talking about integration in today's world, where is integration the most, not necessarily the most active and dynamic, but the most subject of preoccupation? This is in Europe, because there seems to be a trend towards some, or perhaps overestimated integration, but with the UK leaving the European Union. But in Africa, regional integration is very much at the core of concern. It is a huge opportunity for Africa. Coming back to the European Conference of 1885, where the continent was fragmented, this has been a handicap for development. A lot of borders are artificial. So, Morocco is also confronted with artificial borders. Every country on this continent has artificial borders, which have been designed in a rather erratic way. So no other continent has been divided to the extent of Africa has by politics, and Africa
finance multiple landlocked countries as well, which is a problem for trade. Intra-African trade only amounts to 18%, whereas intra-EU trade is more than 2/3 of the trade that takes place between the member states of the EU. As an element of comparison, for ASEAN, the figure exceeds half, and NAFTA also reaches about half. So regional integration is needed to generate markets with a substantial size. It's a process that takes place at a different pace across Africa as well as around the world. The basics are the 4 freedoms, but also harmonization of rules, standards, etc., common policies, and the driving forces are processes always driven by a combination of economic and political forces. These regional integration processes are not really different from elsewhere in terms of the pace, the ambition, etc. They correspond to the same needs and they meet the same obstacles. But African regional integration has its own specificities and also different factors that are at play. Contrary to Europe, that started with 6 member states and has today 28 member states, Africa starts from, there are 2 movements. There is the movement of regional integration in 8, at least, different parts of the continent, and at the same time you have the African Union that starts with 54 member states from top down. So the practicalities, the obstacles are different. But African integration also, so really how could this process be strengthened? There is this hesitation between the continental scale and the subcontinental projects. There is also a lot of hope that is raised with the launch of the tripartite free trade area between 3 major economic communities. This has been the traditional pattern of regional integration from the free trade area to political union with the different stages. You remove internal tariff, you have a free trade area, you remove the common external tariff, you have then the European Union, you introduce free flow of capital and labor in order to build a common market, you harmonize economic policy to reach an economic union, and ultimately you might or might not reach political integration, political union. The ingredients today are more sophisticated, our arrangements are needed today because the toolbox has changed over time. So it is more likely to help integration if you can establish a sound agreement on the management of space, or efficient procedures for delivering business visas, or a good regional agreement on sanitary standards, for example, can work wonders. Rather than ambitious projects on the paper. But the constraints are there, with a lack of political and democratic involvement of public opinion. Integration remains a top-down process, and a lot of African leaders want to keep control, which is why it is so difficult to make headways towards any form of political integration. And there is this proliferation of overlapping structures and initiatives which I have described beforehand, plus a relative weakness of institutional mechanisms. So all in all, ECOWAS, the ESC, all these RECs are rather intergovernmental rather than supranational. Therefore, a lot of constraints tend to hamper progress. I'll jump to the next slide because I'm aware of the limitations in terms of time. Have I got 2 more minutes? 3 minutes. 3 minutes, fantastic, thank you. So
there are also differences in size of the member states, with elephants in the house. So in NAFTA, for instance, you have the US, in South America, Brazil, in Southern Africa, South Africa. So can it be an advantage or a disadvantage to have an elephant in the house? If you don't have too much porcelain, you might be on the safe side. But Germany in Europe is too large to be ignored and too small to dominate on its own, which is a good thing, of course. And the Franco-German relation has been absolutely essential in order to develop the European project since after the war. Now, in East Africa, in the context of the ESC, you have Kenya, which is economically a heavyweight, but also Tanzania should not be underestimated, and Uganda shouldn't either. It can be an advantage to have one country that pushes integration. It can be also an advantage to have a coordination between two or three countries to push forward integration, which is the case in the East African community with Uganda, Kenya, and Tanzania. Although Tanzania sometimes looks towards southern Africa at the same time. But there are also external elephants, not only elephants in the house. There is the EU is an external elephant in its own way, at least economically, and as an aid donor. As an investor, China is an external elephant. The US in South America is an external elephant, and to some extent in Africa. The external elephants in Africa are multiplying themselves. Now, India is on board. Indonesia is interested in Africa. Or Russia is interested in Africa. So lots and lots of different interests, which can be an advantage. I mean, the more choice you have as Africans in terms of attracting the FDI that you need, the better. But some can be awkward in the kind of world that we are facing today. Let's not forget that Africa is the only part of the world where things have not been fully decided. Yeah. So a big chess play has started between big players in the world on the African continent. It would be a shame if Europe does not play its part. But Europe needs to play its part while bearing in mind the sensitivity of Africans. The history is heavy. And not only colonialism, but also before that, the slave trade. All this has left deep scars, and I think it is always very important that Europeans realize their work, first that they work on une marche sur des coquilles, sur des coquilles d'œufs, ou sur des œufs. So be very delicate in that approach, and also be absolutely convinced that it is in the interest of both these parts of the world to work closely together, because we have become communities of destiny, even if we don't fully realize that. I think that might be no time to comment any further, because I think that was my last remark. So this presentation is a bit too long. Yeah, as communities of destiny. There is, yeah, perhaps I should jump to this last slide. There is no, all right, okay. Right, yeah, there is no ready-made recipe on how to promote African integration. This African integration, the Africans have to make it themselves. We can tell them about our success, we can tell them about the pitfalls that we have come across, so that they can perhaps learn from our experience.
but we're not there to teach them, we're there to support them. Each process involves its specific conditions, dynamic specificities. And you cannot, a model is not transferable exactly as it took place elsewhere. In the end, what is at stake is to ensure that Africa plays a role in globalization that is up to its potential, because what we are facing as a challenge is how to make Africa work, how to ensure that Africa will be inserted fully in the division of the international division of labor, and as soon as possible. Thank you very much. Thank you, Mr. Thuy, for your talk, and thanks also for speaking time. Monsieur Thuy nous a parlé avec un certain nombre il nous a donné un certain nombre d'informations. J'ai essayé de résumer quelques-unes ici, rapidement, avant de passer à la deuxième intervention. Il nous a parlé du budget et du programme Jean Monnet, à travers plusieurs régions. Il nous a parlé également des activités du programme Jean Monnet et les pays impliqués et les régions aussi impliquées dans ce programme. Et il nous a parlé de l'une des recommandations intéressantes à retenir, à mon avis, c'est œuvrer pour la coopération plus que pour la compétition. Et je pense que le Royaume du Maroc œuvre justement pour plus de coopération que de compétition en Afrique. Il nous a parlé de l'Afrique de l'Est. L'exemple de la coopération entre le Royaume du Maroc et les pays de l'Afrique de l'Est est un exemple très réussi, notamment via l'OCP, via l'Office chérifien des phosphates et les différents accords de coopération gagnant-gagnant qui sont établis entre le Maroc et cette région de l'Afrique. Et là, sans tarder, on va passer à la deuxième intervention de M. Saïd Mufti, qui va nous parler justement d'un certain nombre de points. Il va nous parler des performances de l'Afrique sur le plan socio-économique. Il va nous parler, et environnemental aussi, il va nous parler également de certaines projections futures, des perspectives futures de coopération et d'ouverture. Et il va mettre le point, il va mettre l'accent sur les différents défis à surmonter et à dépasser pour atteindre les objectifs escomptés dans le cadre de cette coopération. À vous la parole, M. Saïd. Merci, M. Moumi. Avant de commencer cette intervention, j'aimerais d'abord féliciter les organisateurs pour cette initiative très importante, ne serait-ce que parce qu'il apporte une thématique centrale, structurelle, qui est celle de l'intégration en Afrique, ou l'intégration intercontinentale entre les deux entre l'Europe et l'Afrique, en passant par la Méditerranée. Je vais essayer dans cette intervention, je n'ai pas prévu de présentation PowerPoint. Je m'excuse pour cela, peut-être que ça va être un peu boring, mais je vais essayer d'être succinct et un peu lucide pour transmettre un certain nombre de messages. C'est beaucoup plus donc l'information on disposer donc à votre fin, mais c'est plus un certain nombre d'idées que j'ai estimé un peu donc intéressant de partager avec les congressistes et probablement qui pourraient alimenter donc, les axes de recherche futurs. Je commencerai d'abord juste pour tracer un peu le cadre général d'une Afrique aujourd'hui qui n'a rien à voir avec l'Afrique du passé. Il y a quelques décennies, une Afrique déchirée par les conflits, une image ternie par les instabilités, etc. Aujourd'hui, c'est un continent qui est en train de mobiliser, bien que
de manière non encore optimisée ses potentialités, mais qui aujourd'hui s'inscrit parmi les régions qui enregistrent les taux de croissance les plus rapides à l'échelle mondiale. Vous convenez avec moi qu'avec un taux de croissance de 5% en moyenne sur pratiquement une décennie, ça dépasse largement donc, le taux de croissance du PIB mondial qui est aujourd'hui plombé par un certain nombre de difficultés, de crises économiques et financières. Outre la question de la croissance économique, sur le front du développement humain, donc l'Afrique est en train d'enregistrer des progrès qui restent certes en deçà de ce qui doit être fait, notamment en matière de développement humain, mais quand même on assiste à une évolution positive de l'indice du développement humain qui aujourd'hui permet à l'Afrique de rattraper un certain nombre de déficits sociaux importants, que ce soit en termes d'éducation, d'accès aux services sociaux de base, etc. D'autres éléments importants qui méritent d'être évoqués dans ce tableau global, c'est que la participation de l'Afrique au commerce international est en train de progresser positivement. Bien évidemment, l'Afrique a pu améliorer son poids dans les exportations mondiales de quelques points de plus par rapport à ce qui était le cas dans la décennie 2000 particulièrement. Mais ce problème, c'est que la sensibilité par rapport au cycle des prix de matières premières pose un réel problème. C'est un problème que j'évoquerai dans le volet défi. Alors, ces perspectives économiques qui s'améliorent, ces indicateurs sociaux donc, qui connaissent un certain progrès, cette intégration, quoique encore il y a des marges à rattraper en la matière, donc permet à l'Afrique de devenir donc, un pôle d'attraction des idées. Bon, l'attraction des idées aujourd'hui, pas uniquement des puissances traditionnelles qui ont un certain passé commun avec le continent. J'évoque la France, la Grande-Bretagne, etc., mais plutôt en provenance des pays émergents d'Asie. Et là, c'est un processus qui permet aujourd'hui à l'Afrique de disposer d'une part relativement intéressante en termes de poids dans les IDE mondiaux qui est autour de 10%. Ce qui n'est pas rien. L'autre bonne nouvelle, c'est que ces IDE ne proviennent pas uniquement des pays du sud émergents, mais aussi des pays du sud du continent. Bon, c'est les pays émergents du continent. Et là, on évoque bien évidemment le cas du Maroc. Peut-être si j'ai un peu de temps. Donc à la fin, je montrerai un peu la politique donc, africaine rénovée donc, du Maroc qui vise à renforcer la contribution de notre pays au développement des pays partenaires de son continent. Les performances actuelles sont également étayées par un certain nombre de projections de moyen long terme faites par des cabinets d'expertise, par des organisations internationales, qui, bien évidemment, il y a le poids démographique qui est important, ça a été évoqué, mais c'est beaucoup plus donc, la population active. Donc la population active donc africaine qui devrait, donc à l'horizon 2040 par exemple, dépasser celle de la Chine ou de l'Inde. Là, c'est un potentiel important. Il y a également la question de l'urbanisation. L'Afrique devrait pratiquement représenter 20% de la population mondiale urbanisée en 2040, ce qui suppose, si on parle d'urbanisation, c'est des besoins importants à satisfaire en termes de mobilité, d'électrification, de construction, etc. Donc c'est tout un mouvement, un dynamisme qui est déclenché avec cette vague importante de l'urbanisation. L'autre point très important est celui de l'émergence de la classe moyenne. On parle aujourd'hui de l'émergence de la classe moyenne africaine, mais le
L'ampleur de cette classe moyenne donc, est appelée à se renforcer à l'horizon des 2 prochaines décennies. Et là, c'est un potentiel de marché important qui peut non seulement drainer donc, les investissements, mais permettre également donc, au tissu productif local d'avoir une taille de marché suffisante pour dynamiser donc, l'économie. Un autre point, le dernier point au niveau des projections, celui des énergies renouvelables. L'Afrique est l'un des continents qui devrait voir leur bouquet énergétique donc se diversifier au profit des énergies renouvelables. Qui devrait donc atteindre pratiquement 22% du mix énergétique donc à l'horizon 2030. Et là, c'est une évolution importante pour la simple raison que l'énergie ne devrait pas constituer un obstacle de développement donc le pays du continent. Donc à l'avenir, vu les besoins importants liés que ce soit donc, à la progression démographique ou aux besoins de l'industrie. Excusez-moi. Tous ces éléments de projection aussi positifs et prometteurs ne devraient pas perdre de vue donc, un certain nombre de défis et d'obstacles importants qui risquent, dans le cas d'un scénario d'inaction et d'insouciance, bloquer toute la trajectoire de développement de l'Afrique à l'avenir. Je vais en citer donc les principaux, bien évidemment, donc il y a d'autres contraintes majeures, mais je vais rester sur l'essentiel. J'avais dit au départ que le processus de croissance économique s'est amélioré en Afrique, mais cette croissance pose deux problèmes majeurs. D'abord son contenu en emploi, donc qui est faible, et ça démontre un peu le taux élevé de chômage partout dans les pays africains. C'est une croissance qui est forte, mais qui ne crée pas suffisamment d'emplois. Parce que la structure même du régime de croissance pose problème. Cette croissance est également génère des effets négatifs sur le plan environnemental. Il y a une ponction sur les ressources, une dégradation de l'environnement, donc qui ont fait un processus non soutenable donc à long terme. L'autre point fondamental qui rejoint ce qui a été dit par mon prédécesseur, excusez-moi, c'est la question de l'intégration régionale. L'intégration régionale, comme vous savez bien pertinemment, comme nous savons tous, le commerce ne se décrète pas, ne se crée pas par des accords. Le commerce est le fait d'entreprises. Il y a d'abord, pour le cas particulièrement de l'Europe, c'est des zones de libre-échange naturelles, normalement. Il y a des contraintes, il y a des obstacles qu'on a essayé de lever pour libérer le potentiel. On ne crée pas le commerce à travers des accords de libre-échange. On libère le potentiel du commerce. Et ça a été dit en quelque sorte donc à la fin de la présentation du professeur. Aujourd'hui, le potentiel de l'intégration régionale en Afrique, il est un peu se présente de manière très positive donc à l'angle de la ZLECA. Mais la question la ZLECA, il ne faut pas la voir uniquement dans son point de vue, mais aussi dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Parce que pour libérer le potentiel, il y a tout un certain nombre de facteurs permissifs qui doivent être réunis pour pouvoir mobiliser et concrétiser l'ambition de la grande zone de libre-échange africaine, de porter le commerce donc intra-africain à 52% à l'horizon projeté ou à créer plus de valeur et de richesse donc à l'intérieur de l'espace africain. L'autre aspect important qui mérite d'être résolu également, et ça rejoint un peu la dynamique des systèmes productifs, c'est le processus d'industrialisation en Afrique. Aujourd'hui,
la diversion du secteur des ressources naturelles vers donc, le secteur industriel, parce que ça crée plus de valeur ajoutée, plus d'emplois, et ça permet d'améliorer donc, même les équilibres macroéconomiques, parce qu'un secteur industriel performant, donc ça génère des exportations, des parts de marché, des recettes, etc. Le seul problème qu'il faut résoudre à ce niveau-là, c'est le contenu des produits exportés, ou l'importation. Parce que là, également, on pouvait exporter, mais c'est le contenu des produits. La valeur ajoutée locale qui est fondamentale et à laquelle il faut accorder une attention particulière. Le dernier point qui me semble la contrainte la plus aiguë, c'est la contrainte liée au changement climatique et à l'environnement. Là, c'est un phénomène bien évidemment planétaire qui n'épargnera aucune région du monde, mais ça va affecter des régions vulnérables comme l'Afrique, même si l'Afrique n'est pas un continent pollueur. Ça part dans les émissions de gaz à effet de serre, donc pratiquement limité, ou plutôt plus ou moins égal donc, à son poids dans le PIB mondial. Mais les effets donc, de ce phénomène planétaire donc, risquent de compromettre un peu les perspectives de l'Afrique. Le dernier point sur lequel je souhaite évoquer est celui de la politique africaine du Maroc. Vous savez que le Maroc, c'est un pays qui a toujours placé l'Afrique dans ses priorités. L'importance qu'il accorde au développement de ces relations de coopération avec le continent, cette importance a pris de l'ampleur avec donc, le nouveau règne. Le retour donc, du Maroc à l'Union africaine est également une force d'impulsion qui devrait à l'avenir nous permettre de jouer un rôle plus important dans les mécanismes donc, institutionnels de coopération. Un trait qui me semble important à relever, c'est que le Maroc fait confiance à l'avenir de l'Afrique. Pour preuve, c'est le pays qui investit le plus dans sa région, je dirais, voisinage immédiat, qui est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, mais également donc, l'Afrique de l'Est, sur la période récente, notamment à travers donc, les accords, je dirais, l'intervention de l'OCP en matière de développement des engrais dans un certain nombre de pays, mais aussi dans quelques banques comme la banque, la BMCE, Corf Africa, qui commence à développer donc, une présence au niveau de cette zone. Je dis, lorsque le Maroc il fait confiance à l'Afrique, donc à travers ses investissements, c'est justement pour dire que le secteur bancaire il joue un rôle fondamental. Prenez donc les 4 meilleures banques marocaines au niveau du Mali, du Sénégal ou d'autres pays. Vous allez trouver que leur part dans les crédits distribués, leur part dans les parts mobilisées, donc elle est significativement importante. Et il joue effectivement un rôle qui dépasse uniquement les seules exigences de rentabilité. Parce que l'entreprise doit rentabiliser, bien évidemment, mais cette rentabilité doit également s'inscrire dans le cadre d'une action responsable qui tient compte des intérêts des obligations dont il se doit d'accomplir au sein des pays pour lesquels il doit faire. Je peux multiplier les exemples, mais c'est juste pour dire que le Maroc fait confiance à l'Afrique et croit profondément que la coopération au sein du continent devrait obéir à d'autres paradigmes différents de ceux qui ont prévalu par le passé. Je dirais de l'Afrique pour l'Afrique, ça a été évoqué par Sa Majesté le Roi même aujourd'hui, ce soit dans le discours d'Abidjan, d'ailleurs le discours magistral d'Abidjan en 2014, ou au sein des Nations Unies pour réitérer l'engagement du Maroc pour le développement de l'Afrique et pour montrer également sa disposition et sa disponibilité à construire pour l'Afrique et avec l'Afrique l'avenir qui mérite
et qui soit à la hauteur de cette potentialité multiple. Et là, je vous remercie. Merci, M. Moufti, pour votre intervention. Vous nous avez parlé de l'intégration en Afrique et notamment de l'intégration du Maroc et des pays africains dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant avec des échanges. Vous nous avez parlé aussi des perspectives futures et du développement de notre place en Afrique et dans le cadre d'une coopération à la fois régionale dans l'espace méditerranéen et dans l'espace africain lui-même. Et vous avez mis l'accent sur les différentes actions de coopération en matière d'énergie renouvelable, en matière de fertilisants, en matière de banque et d'assurance et de finances. Et je pense que c'est la réalité et ce sont des choses qui se mettent en place de plus en plus. Avant de passer à la séance de questions, je profite de l'occasion. J'ai demandé à M. Trouy sur cette carte qu'on a devant nous, et je pense que c'est une ancienne carte, parce que je vois que le drapeau du Maroc il est isolé, alors qu'il a intégré sa famille africaine depuis un certain temps. Et il m'a confirmé que c'était une erreur d'inattention, à l'image de l'erreur où on a confondu les noms ce matin, au moment des présentations. Alors, si vous le permettez, nous allons passer maintenant à une séance de questions et nous allons consacrer à cette phase une vingtaine de minutes. Et je demanderai aux intervenants de se présenter et d'être brefs dans les questions. On ne forme pas, avant de poser la question, ce n'est pas la peine de faire des exposés mais aller directement aux questions si vous voulez, pour faire intervenir le maximum de personnes. Merci. Allez-y. Je suis de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, du Sénégal. Et ma question, c'est pour M. Trouy. Il a présenté tout à l'heure une liste de pays qui sont financés par la Fondation Jean Monnet. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut faire participer nos pays dans cette liste, à partir de nos universités, parce que nous avons beaucoup de thématiques qui ont un lien avec vos objectifs, notamment comment faire pour avoir une énergie moins chère pour pouvoir financer les différentes activités économiques. Et je pense que c'est des questions qui sont essentielles pour pouvoir atteindre certains objectifs que vous avez proposés ici. Et c'est ça ma question. Merci beaucoup. Qui peut s'adresser à tous les panélistes. Alors, on reproche justement à l'Afrique de ne pas transformer ces matières premières et de les exporter telles quelles. Et tout le monde sait qu'il n'y a qu'une transformation sur place qui pourra vraiment accélérer le développement économique de l'Afrique. Et sachant qu'il n'y a que l'industrie, par exemple, qui pourra créer un maximum d'emplois et résorber un peu le chômage et arrêter un peu l'émigration de masse en Europe. Alors, ma question est toute simple, puisque je prendrai un exemple, par exemple, pour la bauxite. La bauxite nécessite, pour être transformée en alumine, beaucoup d'électricité et beaucoup de charbon. Alors, les Chinois nous disent que le charbon, ils ont trouvé un charbon qui serait écologique, donc qui ne dégagerait pas beaucoup de CO2, mais ça c'est faux. Alors, le dilemme de l'Afrique est, est-ce qu'on peut être encore pollueur pour se développer? Donc, quel choix justement prendre dans un modèle de développement qui serait à la fois ambitieux et respectueux de l'environnement? Merci. Donc, concernant l'industrialisation, quelle industrialisation nous souhaitons pour l'Afrique, sachant que, d'après des recherches, l'Europe essaie de se débarrasser, si je me permets de dire ce verbe-là, de débarrasser des industries polluantes pour aller
s'installer en Afrique. Et aussi, on sait très bien que l'ensemble des pays, des autres régions, ils s'adressent à l'Afrique en tant que sauveur de monde. Pourquoi? Parce qu'il a des potentialités, soit en termes de ressources naturelles, soit en termes de ressources humaines. Donc, vraiment, quel avenir nous souhaitons pour l'Afrique, surtout pour l'industrie, sachant, et il l'a dit même, le représentant, il l'a dit, sachant qu'il y a problème de l'environnement, de changement climatique, et l'Afrique, ça sera la région la plus menaçante, ça sera menacé par ce changement-là. Donc, merci. Alors, ma question va aux deux intervenants, M. Trouille et M. Moufti. Vous avez, M. Trouille, montré que l'intégration se fera de plus en plus par une intégration politique avant une intégration économique. Pour ma part, j'ai eu l'occasion dernièrement d'être à Marseille concernant le sujet de la migration. Et ce sujet m'a beaucoup interpellée parce qu'effectivement, on voit que les migrants sont essentiellement des jeunes diplômés qui quittent pour des raisons, on sait, qui sont des raisons essentiellement économiques. Alors, doit-on réellement changer de paradigme? Est-ce que ce paradigme passe par l'intégration politique ou ça va au-delà? Et j'irai dans le sens de ce qui a été présenté par Madame la vice-rectrice de l'Université autonome de Madrid, à savoir que est-ce que ça passe pas plutôt par une intégration, une forme d'intégration culturelle, où on pourrait rechercher ce que c'est que la citoyenneté? Est-ce qu'il n'y aurait pas une citoyenneté à développer, et cette citoyenneté serait une citoyenneté mondiale autour d'un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs communes? Voilà, ma question s'adresse aux deux intervenants. Merci. Alors, le deuxième panéliste a évoqué longuement la question du développement en Afrique et il a montré qu'il faut plus coopérer pour que le développement soit bien orienté. Et moi, ma préoccupation, c'est située au niveau de la sécurité. Au niveau de la sous-région africaine, nous avons une question sécuritaire qui est devenue beaucoup pertinente, qui fait qu'aujourd'hui, on a peur d'investir. Alors dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on pourra réussir ce développement que nous voulons vraiment avoir? Et deuxième élément, ma deuxième question s'adresse aussi au premier panéliste et qui a parlé aussi du développement passant par la politique. Aujourd'hui, certaines recherches que j'ai effectuées m'ont montré que l'Afrique est encore à la mamelle de l'Europe. Et donc, comment faire pour nous départir de cette emprise afin de bien réussir notre développement? Quel rôle pour les énergies renouvelables dans l'intégration énergétique de l'Afrique? Ma question sera adressée à M. Saïd Moufti à propos des IDE. Comme vous savez que les IDE représentent un flux économique important pour tous les pays, tout particulièrement pour les pays en développement. Et j'aimerais savoir si leur impact, ça représente un impact positif pour le Maroc, ou tout simplement ce sont des IDE qui investissent dans le pays mais n'ont pas vraiment un impact sur le capital humain et sur le progrès technologique. Et merci beaucoup. Très bien. Donc la parole est au panéliste. Vous pouvez commencer quand vous voulez, pas de... Bien, je constate que dans les questions qui ont été posées, le thème récurrent est véritablement les questions environnementales, qui sont une préoccupation pas seulement africaine mais mondiale. Mais je voudrais tout d'abord revenir à un point, une clarification qui me paraît très importante au sujet de votre question, madame. Je n'ai certainement pas indiqué ou je me suis mal exprimé qu'il y avait un changement de paradigme avec une orientation plus pour promouvoir l'intégration politique. Non, certainement pas. Ce que je voulais dire, c'est que la volonté politique doit être forte pour pouvoir accélérer l'intégration économique. Donc les deux sont dans une large mesure indissociables, mais évidemment c'est avant tout, first and foremost, l'intégration économique qui compte. Mais la volonté politique doit être là pour faciliter la libre circulation, pour l'ouverture des frontières, etc. Maintenant, l'intégration
africaine régionale semble beaucoup plus fonctionner sur un mode intergouvernemental qu'un mode supranational. En Europe, nous avons une subtile répartition de fonctionnement entre ces deux modes que nous avons beaucoup moins en Afrique. C'est beaucoup plus intergouvernemental et c'est un problème pour des organisations comme ISI, ECOWAS, qui voudraient accélérer les choses, mais qui sont très tributaires de la volonté politique des gouvernants, des leaders africains. Donc il y a une question de leadership derrière. Alors pour les questions de transformation des matières premières, c'était je crois la première question qui a été, ou la deuxième question qui a été posée. Tu as donné l'exemple de la bauxite. Il y aurait des exemples très nombreux. Le caoutchouc, je crois, en Sierra Leone, où jamais un pneu de voiture n'a été produit. Il faudrait le cacao, le cuivre zambien, etc. La liste est très longue. Ça concerne l'essentiel des matières premières africaines. En plus, de plus en plus, il y a la question des rare earths, donc des matières rares, où il y a un intérêt stratégique. Les Chinois l'ont bien compris, les premiers. Les Européens ont traîné à comprendre. Donc il y a des questions stratégiques qui se posent là. Et ce ne sont pas les Africains qui profitent de ce commerce. Ce qu'il faudrait, je pense, c'est attirer des investissements internationaux, précisément dans le but d'installer des supply chains et puis dans l'industrie manufacturière, mais aussi des chaînes qui puissent créer des emplois. C'est absolument crucial. Et ça pourrait, c'est faisable. L'Union européenne pourrait tout à fait lancer un programme majeur d'investissement en Afrique. Il s'agirait d'une décision stratégique. La première chose qu'a fait Jean-Claude Juncker en arrivant il y a 5 ans à la Commission européenne, c'est de lancer un programme de 300 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne. Puis ces 300 milliards sont devenus plus et plus. L'Europe a la capacité financière de lancer un tel programme avec des fonds européens et d'encourager un relais des investissements privés. Le problème est, est-ce que la prise de conscience est suffisante et est-ce que la volonté politique en Europe est là? Mais c'est faisable. Une question a été posée par Madame de Dakar. Oui. Comment faire? Comment candider? Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller de Google, vous tapez Jean Monnet projet Jean Monnet en français ou en anglais, et vous tomberez sur le site de la Commission européenne, notamment de l'agence EACEA de la Commission européenne qui s'occupe des projets Jean Monnet. Vous verrez à ce moment-là les différents types de projets, et puis donc lisez bien les détails, lisez bien les informations. La prochaine date limite sera probablement comme les années précédentes, la 3e semaine de février, donc le temps est limité et je pense qu'on se rend compte de plus en plus à Bruxelles qu'il faut intégrer dans les actions Jean Monnet des pays africains. Donc je pense que vos candidatures du Sénégal seront plus que les bienvenues. Tâchez de trouver également, tâchez de garder en tête qu'il faut convaincre les évaluateurs qu'il y a une plus-value européenne. Donc, tâchez de trouver par exemple un élément comparatif, quelque chose qui concerne le Sénégal, l'ouest de l'Afrique ou votre domaine de recherche en rapport avec l'Europe. Sinon, la question
question relative à l'intégration culturelle, je reviens vers vous, l'intégration culturelle, une citoyenneté à développer. C'est très beau tout ça, on est tous d'accord, mais je pense qu'il faut procéder par étapes, garder et rester lucide garder ça en tête, c'est absolument essentiel de le souligner à la moindre occasion. Mais dans notre cocon académique, nous sommes privilégiés parce que c'est notre rôle de réfléchir à ça. Sur le terrain, il faut garder en tête les actions les plus urgentes et bien sûr, nous avons des valeurs communes qu'il faut souligner constamment. Nous avons un devoir de le faire. Voilà. À vous la parole. Merci, M. Moumi. Je crois que je vais commencer par la question de notre collègue concernant sur le taux d'immigration. D'ailleurs, c'est un point sur lequel je voulais m'attarder un peu tout à l'heure, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Parce que la question, il y a deux points d'inflexion majeurs dans la société pour, je dirais, libérer le potentiel de l'Afrique. Et parmi ces deux points d'inflexion, j'en parlerai du second, c'est celui de l'arrêt de cette, je dirais, de cette hémorragie de fuite de compétences. Parce que si dans les années, je dirais, post-seconde guerre mondiale, plutôt dans les années 60, 70, 80, l'immigration jouait un rôle, je dirais, de variable d'ajustement pour éponger le supplément de demande sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, il apparaît beaucoup plus coûteuse. Donc le fait de voir une bonne partie des compétences, je dirais, marocaines, comme on connaît très bien la situation, il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui préfèrent, donc à l'issue de la fin de leurs études, donc à l'étranger, soit de rester dans le pays, soit d'aller dans d'autres pays OCDE, soit d'être captés à travers des mécanismes, vous savez très bien, la migration sélective, qui est aujourd'hui en train de pomper toutes les ressources, je dirais, compétences dont ont grandement besoin dans les pays d'Afrique. Parce que si on parle de l'industrialisation, la transformation des ressources naturelles, le développement des énergies renouvelables, l'élément capital humain, il est central dans ce spectre large de problématiques auxquelles l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Donc cette question de l'immigration est fondamentale, bien évidemment. Il faut que l'environnement également d'accueil soit suffisamment compétitifs pour pouvoir capter ces compétences ou les encourager donc à se mettre à contribution au service du développement de leur pays d'origine. La question de l'industrialisation, Madame a parlé de ces industries. Moi, je peux vous dire que le problème de délocalisation ne se pose plus. Il y a un problème majeur aujourd'hui de relocalisation. Parce qu'il y a une montée avec ce qui se passe dans des pays jadis émetteurs d'investissement à l'étranger, qui poussent, donc il y a des pays qui, je dirais pas officiellement, qui poussent leurs entreprises à relocaliser leurs activités dans le pays d'accueil pour justement faire profiter le pays. C'est pas un problème je dirais même un problème de délocalisation d'industries polluantes. Aujourd'hui, il y a des accords internationaux, il y a des engagements faits par chacun des pays. Donc à l'issue de l'accord de Paris, elle est ici. Donc chaque pays détermine un peu les contributions volontaires en matière de réduction de ces émissions de CO2. Et là, ça rend un peu, ça contraint un peu ce mouvement je dirais, libre d'industries polluantes à transférer dans des pays dont les régulations ne sont pas contraignantes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui, il faut chercher des industries
promouvoir des industries qui ont un impact sur le développement du pays, donc des industries qui répondent à des besoins. Et je dirais, je prends peut-être le cas du Maroc que je connais très bien, elle est en train d'évoluer graduellement sur l'échelle de spécialisation pour capter des industries qui ont un impact, je dirais, donc économique plus important sur le développement du pays. Bien évidemment, il y a d'autres aspects importants auxquels il faut prêter beaucoup d'attention, c'est de ne pas être pris en otage dans des chaînes industrielles, d'activités industrielles qui risquent de disparaître donc à l'échelle des 30 prochaines années, et plus particulièrement dans l'automobile telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça ne sera pas la même industrie donc à l'horizon 2050 probablement. L'autre aspect peut-être qui est lié à ce point-là est celui de la valorisation des ressources naturelles. Je suis d'accord avec le professeur. Cette question elle est fondamentale et c'est l'une des contraintes majeures auxquelles font face une bonne partie des pays d'Afrique. Cette valorisation est elle-même due au déficit en termes de gouvernance. Il y a un indice, je crois, de gouvernance des ressources naturelles. Parmi les 20 pays les moins performants, vous trouvez au moins 50 jusqu'à 60% relève des pays d'Afrique. C'est des pratiques non transparentes, etc. Là, je cite également, donc, je ne suis pas en train de faire le plaidoyer donc, à des opérateurs marocains, mais c'est juste pour reconnaître un peu l'effort qui a été fourni l'OCP. L'OCP en matière de valorisation du phosphate, en matière de gouvernance des recettes, parce que l'OCP est en train d'investir, pas uniquement aujourd'hui, mais d'investir pour avoir un positionnement profitable dans l'avenir, se développer, capter un peu les... heureusement pour nous, avec le phénomène de l'Ingrabine, tous les grands consommateurs d'engrais sont aujourd'hui donc à l'Afrique, donc ça nous raccourcit un peu les distances. Et là, je crois que l'OCP s'inscrit dans cette logique d'améliorer la gouvernance, de valoriser, etc. La question des énergies renouvelables de mon cher ami Gonzalo, je crois que les énergies renouvelables est une option aujourd'hui qui est tranchée dans un certain nombre de pays, comme le Maroc par exemple, à travers sa stratégie énergétique, dans d'autres pays du continent, soit en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un choix irrévocable. Il y a une demande énergétique en forte croissance qui ne peut malheureusement pas être satisfaite sur la base des énergies fossiles pour des considérations liées aux émissions. Il faut atténuer parce qu'il y a des engagements, il y a l'accord de Paris, etc. Mais aussi pour des considérations comme un pays par exemple comme le Maroc. On est un faible pays émetteur, on est entouré de pays pollueurs, mais on est un faible pays émetteur. Et pourtant, on développe des énergies renouvelables. Et ça va sécuriser l'avenir énergétique de l'Europe, ça va profiter à d'autres pays, d'autres continents. Et le point fondamental, c'est que la source des énergies fossiles, notamment le pétrole, etc., le gaz, nous expose de manière forte aux évolutions erratiques du marché international. Vous voyez, auparavant, lorsque le Maroc subventionnait les prix des combustibles, les effets en termes de déséquilibre de la balance, des équilibres budgétaires, et évidemment des équilibres externes. Donc c'était un peu très fort donc moins soutenable donc, pour le pays. Et le problème, c'est qu'avec les énergies renouvelables, il y a un problème de financement. Pour l'instant, il y a les fonds de la coopération multilatérale que vous connaissez pertinemment. Le secteur privé peine donc à s'orienter vers ce secteur-là, sauf que dans le cadre des partenariats publics-privés, pour partager un peu les risques et les coûts. Sinon, c'est une question qui aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit, des visions stratégiques qui s'inscrivent dans la durée. Probablement, la plupart sont à l'horizon 2030, 2030-2035, donc en Afrique, soit du Nord ou
dans toutes les régions d'Afrique. Et ça porte en moyenne donc, les énergies renouvelables, particulièrement le solaire, à 20-25% selon les cas. Et c'est important. Le dernier point, avant de rendre le micro au modérateur, c'est la question des IDE. Vous avez parlé des IDE. Effectivement, pour un pays comme le Maroc qui vient d'améliorer son attractivité, je parle juste pour l'année dernière. Je crois l'année dernière, même cette année-là, mais particulièrement l'année dernière, même avec un repli généralisé de l'IDE à l'échelle mondiale, le Maroc a vu les flux qu'il a reçus progresser de 35%. Ce qui dénote d'abord d'une certaine... c'est conjoncturel, bien évidemment, ça traduit certes les efforts et les réformes engagées par le pays. L'intérêt de ces idées aujourd'hui, c'est qu'ils contribuent à la création d'emplois dans des régions. La région de Tanger, par exemple, son attractivité améliorée au cours de ces dernières années lui permet aujourd'hui de constituer un bassin d'emploi en émergence. On avait dans le passé, c'est juste la région Casa, je dirais Kinitra, ou la région agropole d'Agadir, Sousse, etc. Mais aujourd'hui, on est en train grâce à ces idées-là, de faire émerger des opportunités d'emploi et de croissance, surtout avec l'impact que ces idées peuvent exercer sur le tissu productif local. Et donc c'est une question de valeur ajoutée également, qui est fondamentale. La IDE qui entre pour faire de la réexportation, ça n'a pas d'effet pour le pays. Je crois que l'axe, c'est une destitution, une ponction sur les capacités et les ressources du pays, qui crée de l'emploi, qui favorise le rattrapage technologique. Ça, c'est un IDE qui est vertueux. Et je crois que ce soit l'Afrique, le Maroc ou l'Afrique, c'est ce genre d'IDE qui fait promouvoir. C'est-à-dire des IDE. Et là, c'est la politique d'attractivité qui doit être sélective. C'est-à-dire au niveau des conditions compétentes, il faut que les IDE qui soient retenus, parce qu'il ne faut pas oublier que ces IDE ne viennent pas uniquement pour les opportunités économiques, ils viennent parce qu'il y a tout un dispositif incitatif. Donc ils tirent profit du foncier, ils tirent profit d'autoroutes bonifiées au niveau du système bancaire, etc. Donc mais il faut que la relation soit équilibrée de telle sorte à ce que ces IDE profitent également au pays d'accueil et permettent un peu la montée sur l'échelle de la valeur ajoutée ou des spécialisations. Et je vous remercie. Merci M. Moufti, merci M. Truy d'avoir répondu aux questions de l'assistance. Et pour respecter le programme de cette matinée, vous êtes invité à une séance photo officielle du Congrès. Mais avant d'y aller, je tiens à remercier M. le Président de l'Université d'avoir accordé toute une matinée à cette manifestation, sachant qu'il n'a pas le temps pour le faire. Et donc, on va prendre une photo commune du Congrès.